Chapitre 8. No a finalement accepté d'être interviewée. Nous prenons rendez-vous d'une fois sur l'autre, parfois elle vient, parfois elle ne vient pas. J'y pense toute la journée. J'attends la fin des cours avec impatience. Dès que la sonnerie retentit, je me précipite dans le métro, avec toujours cette peur de ne pas la revoir, cette peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle a quitté à la fin du mois d'août un foyer d'urgence dans lequel elle a été accueillie pendant quelques mois, tant qu'elle était encore mineure. Elle vit dans la rue, mais elle n'aime pas qu'on le dise. Il y a des mots qu'elle refuse d'entendre. Je fais attention, car si elle se fâche, elle ne dit plus rien, elle se mord la lèvre et regarde par terre. Elle n'aime pas les adultes, elle ne fait pas confiance. Elle boit de la bière, se ronge les ongles, traîne derrière elle une valise à roulettes qui contient toute sa vie. Elle fume les cigarettes qu'on lui donne, du tabac roulé quand elle peut en acheter, ferme les yeux pour s'extraire du monde. Elle dort ici ou là, chez une copine qu'elle a rencontrée en pension et qui travaille au rayon charcuterie du Auchan de la porte de Bagnolier, chez un contrôleur SNCF qui l'héberge de temps en temps. Elle squatte à droite ou à gauche au gré de ses rencontres. Elle connaît un garçon qui a réussi à récupérer une tante médecin du monde et dort dehors une fois ou deux. Il l'a recueillie, sans rien lui demander. Elle m'a dit, si tu passes rue de Charenton, en face du 29, tu verras sa tante, c'est son coin. Quand elle ne sait pas où dormir, elle appelle le SAMU social pour trouver un centre d'accueil d'urgence. Mais avant l'hiver, c'est difficile, car beaucoup sont fermés. Au relais d'Auvergne, nous avons notre table, un peu à l'écart, nos habitudes et nos silences. Elle boit un demi ou deux, je prends un coca. Je connais par cœur les murs jaunis, leurs peintures écaillées, les appliques de verre poli, les cadres et leurs images démodées. L'air agacé du serveur, je connais No, sa manière d'être assise en déséquilibre, ses hésitations et sa pudeur, l'énergie qu'elle dépense pour l'avoir l'air normal. On s'assoit l'une en face de l'autre. Je vois la fatigue sur son visage. C'est comme un voile gris qui la recouvre, l'enveloppe et peut-être la protège. Elle a fini par accepter que je prenne des notes. Au début, je n'osais pas poser de questions, mais maintenant je me lance et je relance. Je demande quand, pourquoi, comment. Elle ne se laisse pas toujours faire. Mais parfois ça marche. Elle raconte pour de vrai, les yeux baissés, les mains sous la table. Parfois elle sourit. Elle raconte la peur, le froid, l'errance, la violence. Les allers-retours en métro sur la même ligne pour tuer le temps. Les heures passées dans des cafés devant une tasse vide avec leur serveur qui revient 4 fois pour savoir si mademoiselle désire autre chose. Les laveries automatiques parce qu'il y fait chaud et qu'on y est tranquille. Les bibliothèques, surtout celles de Montparnasse. Les centres d'accueil de jour, les gares, les jardins publics. Elle raconte cette vie, sa vie, les heures passées à attendre et la peur de la nuit. Je la quitte le soir sans savoir où elle dort. La plupart du temps, elle refuse de me répondre. Parfois, elle se lève précipitamment parce que c'est l'heure de la fermeture des portes. Elle doit courir à l'autre bout de Paris pour prendre sa place dans une file d'attente, obtenir un numéro de rang ou de chambre, se doucher dans une salle d'eau dégueulassée par les autres et chercher son lit dans un dortoir dont les couvertures sont infestées de puces ou de poux. Parfois, elle ignore où, parce qu'elle n'a pas réussi à joindre le SAMU social dont le numéro est presque toujours saturé, ou parce qu'ils n'ont plus de place. Je la laisse repartir, sa valise brinque-ballant derrière elle, dans l'humidité des derniers soirs d'automne. Parfois, je la laisse là, devant une chope vide. Je me lève, je me rassois, je m'attarde. Je cherche quelque chose qui pourrait la réconforter, je ne trouve pas de mots. Je n'arrive pas à partir, elle baisse les yeux, elle ne dit rien. Et notre silence est chargé de toute l'impuissance du monde. Notre silence, c'est comme un retour à l'origine des choses, à leur vérité.